Ouais, c'est beaucoup de travail. Bah, moi, c'est pas. Ouais, moi, effectivement, ouais, je suis sur le jury d'admission. Sur la phase d'admission, il y a vachement de boulot en fait. Puis c'est des décisions super lourdes à ce stade aussi, quoi. Alors, en régie, ils m'ont dit que ça devrait aller. Ça devrait faire attention à... Voilà. Faudra faire attention à bien éteindre entre chaque prise de parole. Et comment la... Je sais pas. Parce que là, il est carrément bien haché. Alors, je l'allume, c'est ça? Oui. Voilà. Et là, vous pouvez voir. Il fonctionne. Ah bon? Oui. Ouais, il y a un feu là. Il est déjà allumé. Ça s'éteint pas. Ah oui, c'est un truc de bloc. HF un gris. HF. Bloquez-le. Je le bloque. On est. Chaque éteint, c'est on voit. Il marche encore. Ça marche. Attends. Là, en régie, ils m'ont dit que Les micros sont activés, il suffit de parler dedans. Merci. activé, il suffit de parler dedans. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour cette deuxième table ronde de la journée qui a trait au métier du numérique, ces femmes exceptions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à cette table ronde un certain nombre d'intervenants que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, nous recevons Brigitte Rivet, qui est vice-présidente chez CGI, membre du comité de direction des services financiers, responsable des comptes du secteur financier. Alors pour remettre un peu CGI, c'est une société de services informatiques de près de 82 000 employés, donc 15 000 en France. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Lydie Gros-Pellier, qui a un parcours universitaire en mathématiques appliquées et mécanique des fluides, qui a fait une thèse à l'ONERA, l'Office national des études de recherche aérospatiale, et elle a intégré le CEA DAM en Île-de-France pour le développement de codes de simulation numérique multiphysique. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une équipe d'ingénieurs et de chercheurs aux profils variés. Ensuite, nous avons Olivier Serre, élève à l'ENS Cachan, qui a obtenu un doctorat en informatique à l'Université Paris Diderot. Il a fait plusieurs doctorats, puis a rejoint l'IRIF comme chargé de recherche, puis directeur de recherche au CNRS. Ensuite, nous accueillons également Anne Canto, diplômée d'ingénieur à l'ENSTA à Paris, puis ayant fait un doctorat en cryptographie à Pierre et Marie Curie. Elle est également chercheuse à l'INRIA, dans le domaine de la sécurité et particulièrement de la cryptographie du coup. Elle a également reçu la Légion d'honneur en 2019 et fait partie du comité d'évaluation de l'INRIA. Et enfin, nous recevons Yves Bertrand, professeur en informatique à l'Université de Poitiers, directeur de la faculté des sciences également. Il est aujourd'hui président de la Société d'informatique française, qui est un espace de réflexion sur les enjeux de l'informatique.
Et comme je vous l'ai dit en introduction, cette table ronde aura trait au métier du numérique et ces femmes exceptions. Exceptions et d'exceptions. Mais c'est surtout exception qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre du congrès Femmes en Sciences, puisque je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous interpeller. Tout d'abord, dans les métiers du numérique, 23% sont des femmes, seulement 23%. Parmi les jeunes étudiantes, 2,9% seulement sont des femmes qui choisissent en première générale la filière NSI, donc numérique, sciences de l'ingénieur, dont 2/3 abandonnent entre la première et la terminale. Et enfin, lorsqu'on parle d'études supérieures, eh bien là, on arrive à peu près 16% de femmes en informatique et en mathématiques, et ces chiffres ont très peu varié depuis 2003. Alors tous ces chiffres que je vous ai donnés aujourd'hui, eh bien vous les retrouvez grâce à l'INSEE. Et c'est sur ce constat, qui est ce qu'il est, que nous allons pouvoir commencer par la première question qui s'adresse à ces mesdames aujourd'hui avec moi. Au vu des chiffres qui sont quand même assez édifiants, pensez-vous que cela reflète votre quotidien ? Brigitte Rivet, je vous laisse répondre. Alors, je constate que... Il marche mon micro là ? Oui. Je constate finalement qu'au sein du groupe CGI, on a 10 points de plus que ce que vous avez évoqué. Donc, on a quand même 33% de femmes au sein de l'entreprise, ce qui est effectivement une fierté, mais ce n'est pas suffisant. Et je vais vous dire pourquoi. Puisqu'en fait, quand on regarde ce chiffre-là plus en détail, il y a une représentativité importante des fonctions plus corporate, à savoir les services marketing, les services RH ou tout ce qui est services administratifs et de gestion. Après, si on regarde plus sur la fonction informatique, que ce soit de développement ou même au-delà, ce que l'on voit aussi, c'est que selon en fait, le coefficient, plus on monte en hiérarchie et en prise de responsabilité, et plus cette fonction-là, en fait, plus la représentativité des femmes diminue. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer par la suite dans l'échange, mais ce qui est important en tout cas, c'est qu'il faut qu'on travaille collectivement à augmenter, je dirais, la présence des femmes dans le numérique et à des postes à responsabilité. Ok, je vais prendre la parole alors. Donc, est-ce que moi, je me sens isolée ? Non, en fait, je ne me sens pas isolée, même si effectivement, nous ne sommes pas très nombreuses. Donc, dans le laboratoire, maintenant, je suis plutôt responsable d'un service pluridisciplinaire. Donc, il y a la partie simulation numérique dans un des laboratoires. Et dans celui-ci, il y a entre 15 et 17% de femmes. Donc, c'est à peu près cohérent avec les chiffres que vous venez de donner. En fait, on ne se sent pas isolé. Des fois, on s'isole un peu soi-même. Je rejoindrai un petit peu Brigitte, où on a tendance à vouloir toujours être parfaite, toujours à montrer davantage qu'on est capable, qu'on est en capacité. Et donc, on s'impose parfois des contraintes bien plus fortes que les hommes ne peuvent le faire, sans vraiment en comprendre les codes, en fait. Et enfin, pour ma part, moi, je travaille au CEA. Donc, le CEA, c'est un vivier essentiellement basé sur les stagiaires scientifiques qui étaient à l'époque du service militaire, donc assez masculin. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de codes d'hommes. C'est-à-dire que quand on arrive là, on est pas mal entouré d'hommes et souvent, il peut y avoir de la maladresse de la part des hommes qui n'ont pas forcément l'habitude de partager leur temps de travail avec des femmes. Et donc, on pourrait interpréter ça peut-être comme quelque chose d'un peu misogyne, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'isolement, non. Si c'est pour répondre à la question. Alors, sur les chiffres, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Ces chiffres-là aussi, ils reflètent mon quotidien de deux façons. La première, c'est qu'à l'INRIA, donc il y a un organisme de recherche publique en informatique et en maths appliquées, on est 18% de femmes parmi les chercheurs permanents, avec une proportion qui, effectivement, diminue un peu quand on avance dans les grades et les corps, qui diminue un peu, qui est un peu plus faible en informatique qu'en mathématiques appliquées.
Mais bon, l'ordre de grandeur, ça correspond à ce que vous avez dit. Le deuxième chiffre, la deuxième façon, la deuxième raison pour laquelle ces chiffres reflètent mon quotidien, c'est que j'enseigne aussi, je donne un cours de cryptographie en Master 2. Et cette année, j'ai compté avant de venir, j'ai 17 étudiants dans mon cours, une fille. Et je dois dire que moi, encore plus que ces chiffres qui sont frappants, ce qui me frappe le plus, c'est leur évolution. Moi, la façon dont je le vois au quotidien, c'est que ces chiffres, ils deviennent de plus en plus catastrophiques. Moi, j'ai fait mes études à la fin des années 90. En école d'ingénieur, on était 20-25% de filles. Et avoir une fille sur 17 étudiants dans mon cours de master, il y a 15 ans, c'était pas envisageable. Et c'est devenu ça. Donc, on a parlé ce matin des travaux d'Isabelle Collet, par exemple. Elle a fait des statistiques sur ça. Et on voit bien que sur les femmes, les étudiantes, la proportion de femmes parmi les étudiantes en école d'ingénieur en informatique a connu un pic dans les années 80-90. Et puis, ça n'a fait que baisser. Donc, effectivement, ces chiffres, ils reflètent mon quotidien. Par contre, il y a une subtilité quand même. Et là, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Lydie. Je ne me sens pas isolée pour une raison assez étonnante, qui est que depuis que j'ai commencé à encadrer des étudiants en thèse, j'ai eu 13 doctorants, dont 6 filles. Et ça veut dire que dans mon équipe de recherche, il y a une proportion, une féminisation qui est bien supérieure à ce que disent ces chiffres. Et donc ce qu'on constate, et qui à mon avis n'est pas rare, c'est ces agrégats de filles qui se forment dans les labos. Là où il y a des femmes, ça attire d'autres femmes. Il y a visiblement un phénomène comme ça, que je ne comprends pas complètement bien, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais mon quotidien, c'est être dans une équipe où la proportion de femmes, elle est bien supérieure que celle que disent ces chiffres. Merci beaucoup. Et au vu de ce qu'évoquent vos consoeurs, messieurs, pensez-vous traiter du coup différemment les femmes qui travaillent avec vous et de la même manière, est-ce que vous pensez que c'est un traitement qui est inconscient de votre part? Est-ce que vous mettez à l'écart les femmes de votre équipe? Alors je dis vous, mais bien entendu, je parle beaucoup plus généralement du traitement des femmes au sein des équipes de recherche et des entreprises. Pour ce qui me concerne, je me suis posé la question sur le mot inconsciemment. Parce que par définition, si c'est inconscient, mon premier mouvement, c'est de répondre non. C'est-à-dire non, je ne pense pas sincèrement traiter mes collègues femmes différemment que les collègues hommes dans les équipes que j'ai eu amené à piloter. Maintenant, il y a une autre question qui est juste à côté, qui est celle du fait de définir une équipe à parité. Mais des fois, on est un petit peu embêté parce que je me suis fait violemment reprocher d'avoir à un moment donné, dans une autre vie, une équipe essentiellement composée d'hommes. Mais ça a été pris dans un vivier où il y avait 26 hommes et une seule femme. Et donc, pour aller composer une équipe à parité dans un tel vivier, c'était un petit peu compliqué. Alors là où volontairement j'ai un traitement différencié, mais dans le sens inverse de celui qu'on peut imaginer, c'est pas pour les équipes, c'est pour les étudiants. Les étudiantes, à chaque fois, chaque année, que quand j'ai un groupe de 17 ou 18 hommes et une ou deux femmes, là je parle pire que ça, c'est en première année ou deuxième année de licence, en ce moment. Donc je confirme que dans mon cas, j'ai une situation identique à celle qui vient d'être évoquée juste avant. Ce que je dis à chaque fois, je rappelle aux rares femmes qui sont là, qu'en moyenne, en licence d'informatique, le taux de réussite des femmes est un peu supérieur à celui des hommes, et pour des durées de licence un peu plus faibles, un peu plus courtes pour les femmes que les hommes. Ça, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de stats. Mais malgré ça, quand on monte, quand on arrive en Master 2 et a fortiori au-dessus, on retombe dans des situations analogues. Donc là, je fais volontairement un peu de discours et de discrimination positive. Moi aussi, je me suis posé la question effectivement de l'inconscient. C'est vrai que moi, ce qui m'a interpellé pour avoir vu des enquêtes ou des travaux typiquement sur les biais dans les concours de recrutement,
je me suis effectivement reconnu peut-être dans certaines façons d'écrire une lettre de recommandation. Un grand classique, c'est qu'on va dire qu'on ne va pas écrire la même lettre pour un homme et pour une femme. On va par exemple mettre en avant des qualités humaines des femmes dans la lettre, ce qu'on fera moins pour un homme. Et alors ça devrait être plutôt quelque chose de positif. A priori, on pourrait se dire, oui, si en plus la personne, en plus d'être excellente, si elle a des qualités humaines, c'est positif. Sauf que la manière dont c'est utilisé ou perçu derrière, c'est que l'homme, il est juste excellent, et la femme, elle est très très bonne, et en plus, elle est sympa. Donc ça, c'est un vrai souci. Donc je pense que, au-delà du côté plaisanterie de la chose, je pense que c'est important en tant qu'homme d'être conscient de certains biais inconscients et de les prendre en compte, soit en réception quand on va entendre, qu'on va lire une lettre par exemple, soit quand on va écrire sa lettre. Et après, moi effectivement, je rejoins assez ce que disait Yves. Disons que moi, effectivement, étant dans un milieu sous-féminisé, je vais quand même plutôt essayer de pousser mes collègues femmes, de les favoriser d'une façon ou d'une autre, plutôt que de les écarter. Après, c'est clair que si on élargit la question à est-ce que les hommes, globalement, dans le milieu de la recherche, ont des comportements inadaptés, j'ai envie de dire que c'est à peu près la même chose que dans n'importe quel milieu. Et effectivement, il ne faudrait pas croire que dans le milieu de la recherche, parce que les gens sont très diplômés, très intelligents, tout ce qu'on veut, qu'ils soient différents du reste de la société, malheureusement. Puis après, effectivement, je confirme aussi les propos d'Anne. Moi, ça me frappe, en cours de master, il y a effectivement de moins en moins d'étudiantes, et surtout sur des masters qui sont hyper sélectifs et qui vont dans des viviers de grandes écoles bien connues, où on constate finalement qu'il y a de moins en moins de femmes. Merci beaucoup. Et du coup, à l'aune de ce qui vient d'être dit, trouvez-vous, vous, dans votre entourage, mesdames, que les hommes vous traitent différemment, et comment cela s'exprime-t-il clairement dans votre quotidien? Je commence. Donc, moi, je dois dire que jusqu'à il y a quelques années, j'aurais dit ce que viennent de dire Yves et Olivier. J'aurais dit, dans mon quotidien, j'ai l'impression de ne pas vraiment être traitée différemment que mes collègues masculins, et même, comme il y a eu quand même ces dernières années une forte sensibilisation sur les biais dans les jurys de recrutement, en tout cas dans nos organismes de recherche, au CNRS ou à l'INRIA, c'est quelque chose auquel les gens ont été très sensibilisés, donc les gens font attention à ça, et bon, je pense qu'on en reparlera, mais il y a eu vraiment une action qui a beaucoup amélioré les choses. Donc, j'aurais envie de dire non, avec mes collègues chercheurs, j'ai jamais vu de différence, etc. Il s'avère que depuis un petit nombre d'années, j'ai quand même eu maintenant des fonctions de responsabilité, et quand même, quand on monte dans la hiérarchie, les choses changent un peu. Peut-être c'est plus difficile d'accepter l'autorité scientifique d'une femme, pour certains collègues. Donc vous vous retrouvez dans des réunions où vous êtes la seule personne à qui on coupe la parole, à qui on dit mais calmez-vous madame, des choses comme ça. Et surtout, ça c'est peut-être un peu marginal, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'on commence à vous faire remarquer que si vous avez une position de responsabilité, c'est parce que vous êtes une femme, bien sûr. Et ça, c'est un truc dont on a beaucoup de mal à se sortir. Parce que quand vous montez dans la hiérarchie, ce discours il devient de plus en plus fort. Et même d'un point de vue personnel, on a du mal à se dépêtrer avec ça. On ne peut jamais se dire oui, je suis là pour mes compétences. Non, en fait, peut-être que je suis là simplement parce que je suis une femme. Et ça rend les choses assez difficiles. Alors, je rejoins ce que vient de dire Anne. Je pense qu'il y a une intensité de se retrouver un peu seul quand on a des postes à responsabilité, parce que de fait, on est vraiment très peu nombreux. Et comme on est différents, je pense que quand on est à des postes à responsabilité comme ça, souvent ce sont c'est la gente masculine
qui domine quand même à ces niveaux de poste. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que finalement, les gens reconnaissent ce qu'ils connaissent. Donc, ils ont un référentiel, c'est-à-dire qu'entre hommes, ils ont des codes, ils se connaissent par cœur, donc c'est plus facile et c'est plus fluide. Là où quand on intègre plus une jeune femme, c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils ont un effort à faire, ils ne comprennent pas et ça peut quand même les perturber. Donc, moi, je me dirais que quelque part, je n'ai pas vraiment senti de différence, mais dans le comportement, il y a quand même un certain niveau d'exigence qui est attendu, qui est beaucoup plus important, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. On exige plus d'une femme versus au même poste, versus un homme qui va être à ce même niveau de poste, on va lui laisser passer certaines choses. Mais c'est aussi lié, je pense, à notre histoire et à notre façon d'être en tant que femme, puisqu'on est très exigeante vis-à-vis de nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'en tant que femme, on va postuler à un poste que si on affiche ou si on coche 100% des critères. Alors qu'un homme va postuler à un poste, dès qu'il considère qu'il va avoir 20% des critères, c'est l'homme de la situation. Et là, c'est un vrai sujet. Et ensuite, au-delà de ça, je pense qu'on n'ose pas aller à des postes à responsabilité, puisqu'on ne veut pas non plus créer un déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, puisqu'on a toujours eu l'habitude d'assumer beaucoup de choses. Et quand on veut avancer en fait, dans le monde professionnel, on n'est pas prêt à sacrifier sa famille en tant que telle. Et donc ça aussi, c'est un sujet. Et donc nous, par exemple, au sein du groupe CGI, en tout cas sur ce sujet-là, on aide beaucoup les jeunes filles ou les femmes dans leur parcours en les accompagnant dans des formations type FEA, où elles vont devoir relever des défis en 6 mois pour oser en fait aller plus loin, oser aller sur le poste d'après. Ou alors, on va les envoyer à des formations type leadership au féminin pour gagner en confiance et oser, je dirais, apporter leur richesse. Oui, donc moi là plutôt, j'ai plus à conclure et même à synthétiser finalement ce que Brigitte et Anne ont dit parce que je me retrouve complètement dedans. Tant qu'on travaille, je dirais, dans les équipes, on peut se sentir traité différemment, comme je disais tout à l'heure, parce que il peut y avoir des maladresses de la part des hommes. Mais finalement, ça va plutôt. Mais ensuite, effectivement, quand on veut accéder aux responsabilités, alors il y a la discrimination positive, il y a le quota féminin qui est à la fois nécessaire, parce que sinon on a l'impression que l'ambiance masculine restera ad vitam aeternam et que les codes étant communs, ils se reconnaissent et donc ils vont promouvoir essentiellement des gens qui leur ressemblent. Mais en même temps, le quota, forcément, on le reprend en boomerang après, en nous disant, oui, tu es à cette place-là, parce qu'il fallait une femme, parce qu'on n'a pas le bon quota. Donc, je suis complètement d'accord avec Anne, on traîne ça, et on aimerait s'en détacher. Et on aimerait qu'on nous reconnaisse juste parce qu'on a des qualités scientifiques, des qualités de management, des qualités d'organisation, toutes les qualités qu'on demande classiquement à un manager, qu'il soit homme ou femme. On aimerait juste qu'on nous reconnaisse avec ça et qu'on ne fasse pas de différence. Et sinon, effectivement, je dirais que je me retrouve aussi dans le discours de Brigitte quand les femmes n'osent pas s'aventurer à se positionner sur un poste parce qu'elles considèrent qu'elles ne cochent pas les 100% de cases et elles se mettent toujours des contraintes hautes. Ça rebondit un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. On est super exigeante avec nous-mêmes et on a l'impression que pour être à la hauteur, il faut vraiment qu'on atteigne le niveau de perfection. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on essaye de travailler avec les femmes qui sont chez nous pour leur montrer qu'elles peuvent oser et qu'elles sont tout à fait légitimes de le faire. Merci beaucoup. Donc, après ce constat, selon vous tous, en quoi serait-il bénéfique finalement d'avoir cette parité ou de moins de tendre de plus en plus vers cette parité, puisqu'on en est encore loin comme on l'a montré tout à l'heure, et surtout dans les domaines du numérique, quelle serait la plus-value finalement de tendre vers ces équipes mixtes? Je laisse la parole à Lydie, si jamais. Okay. Donc, la mixité, pour moi, c'est d'abord de la richesse,
c'est d'abord de la créativité exacerbée, parce que forcément, on marie des talents, et les talents, on les trouve dans tous les genres, qu'ils soient masculins ou féminins. Et à partir du moment où, au contraire, on essaie de catégoriser finalement un métier, de le genrer justement, en le rendant soit masculin, soit féminin, je ne distinguerai pas les deux, forcément on perd une plus-value essentielle qui nuit à la fois à la créativité, à la performance, enfin à tout ce qui fait qu'un projet réussit. Donc pour moi, la mixité, elle est indispensable. Et je crois qu'il y a une étude qui avait été faite à Harvard par un professeur en sociologie, je crois, qui avait montré que tant qu'on n'avait pas 35% de l'autre sexe, donc 35-65, alors à ce moment-là, la mixité ne pouvait pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un déséquilibre. Il fallait au moins arriver à cet équilibre-là pour avoir véritablement la conséquence de la mixité, c'est-à-dire vraiment quelque chose de bien construit. Donc pour moi, effectivement, il faut tendre vers ces chiffres-là, mais force est de constater aujourd'hui qu'on n'attire pas, que ce métier n'attire pas les jeunes femmes. Et là, c'est à nous de trouver les leviers pour y remédier, et ça, on apprendra après. Peut-être pour rebondir sur ce que dit, c'est sûr qu'on a besoin de compétences, de cerveau, et déjà, si on se limite à 50% du vivier, on est mal parti, quoi. Et par ailleurs, je pense que, là c'est plutôt une expérience d'homme, mais pour avoir eu des contextes professionnels où j'ai bossé avec des femmes au-dessus de moi, en fait, en termes de responsabilité, moi j'ai vraiment, ça m'a aussi appris plein de choses. Ça m'a permis d'enrichir une forme de palette de compétences en voyant travailler des femmes qui effectivement ne travaillent pas toujours comme des hommes, et il y a plein de choses positives à gagner. Donc quelque part, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui va aussi tirer les hommes vers le haut en termes de compétences. Donc je pense que il y a à apprendre dans tous les mondes, et effectivement d'avoir de la mixité, donc qu'elle soit effectivement femmes-hommes, ou même des jeunes ou des moins jeunes, ou des gens qui ont eu des parcours. Enfin, on est quand même dans des métiers où on privilégie beaucoup la richesse des parcours. Je veux dire, un jeune aujourd'hui, on ne le recrutera jamais chercheur s'il n'a pas eu une petite expérience à l'étranger, s'il n'a pas fait encore des choses après sa thèse, tout ça. Donc en fait, ce qu'on attend des gens qu'on recrute, c'est qu'ils nous amènent quelque chose de nouveau. Et ça, c'est totalement contradictoire avec l'idée de dire qu'on veut juste recruter des gens qui nous ressemblent le plus parfaitement possible. Je rejoins en fait ce que vient de dire Olivier. Et la mixité, c'est vrai que et la diversité favorise vraiment la créativité. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, plus donc en tant qu'entreprise, on nous demande d'être très compétitif, on nous demande d'être différenciant, et pour pouvoir trouver et marquer ces différences, en fait, il est important de se nourrir de différents points de vue, et des points de vue, que ce soit masculin ou féminin. Ça favorise vraiment la créativité, et de permettre aussi de sortir du cadre. Je pense aussi qu'il y a une combinaison, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille en équipe. Mixité hommes, femmes, jeunes, comme disait Olivier, ou moins jeunes, ou seniors, je pense qu'on est en apprentissage continu, on se nourrit les uns les autres. C'est-à-dire qu'un senior a beaucoup à apprendre des jeunes, puisque parfois on oublie un peu, on reste dans nos traditions, dans ce qu'on a pu connaître par ailleurs, alors qu'aujourd'hui le monde évolue très vite, et grâce à l'apport et l'expérience aussi que les seniors peuvent apporter aux jeunes, on peut aussi cadrer les choses. Et en tant que femme, il y a aussi cette notion un peu de pragmatisme que je trouve qui ressort beaucoup, puisqu'il y a une façon comme on a une charge mentale importante à vouloir tout gérer, de toute façon on veut tout. Moi j'ai jamais voulu faire de compromis, donc j'ai envie de réussir dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Et ça, du coup, on est obligé de trouver en fait des astuces pour aller droit au but. Comment marquer la différence et passer le message tout de suite et être impactante. Alors,
Moi, pour ne pas répéter ce que viennent de dire mes prédécesseurs, je vais rajouter quelque chose qui est d'ordre, qui est pour non pas les femmes, mais les filles, voire les petites filles. Je pense qu'il y a aussi tout simplement une question d'égalité des chances. Les métiers du numérique, ils sont plutôt pas trop mal payés vu la tension qu'il y a sur le marché. Où rapidement, un jeune va gagner 10, 15, 20% de plus que ce qu'il va trouver par rapport à un autre type de métier. À 6 ans, dans 80% des cas, une fille est confrontée à quoi? À un enseignant ou une enseignante qui a relativement peu d'appétence pour les sciences, et en particulier pour les maths et le numérique. Et 80% des enseignants aussi sont des enseignantes. Donc en tant que rôle modèle, une petite fille à 6 ans, dans 2/3, voire 3/4 des cas, elle a qui en face? Une femme, ça c'est très bien, mais dans 80% des cas, qui a peu d'appétence pour les sciences et à l'intérieur de ces sciences, les filières du numérique. Et donc dès le départ, dès l'âge de 6 ans, 7 ans, il y a une rupture d'égalité des chances qui fait que, encore aujourd'hui, on arrive avec très très peu de jeunes femmes qui sont sur ces cursus scientifiques. Donc je pense que cette égalité des chances qui joue au départ, c'est une raison profonde d'essayer d'avoir plus de filles, de petites filles, qui vont sur ces branches-là. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça et je pense que plus généralement pour notre société, c'est aussi important que dans ces métiers qui sont des métiers qui sont très médiatisés, très valorisés, on voit des femmes. On ne peut pas vivre dans une société où les métiers pour les femmes sont des métiers qui sont dévalorisés et mal payés et ceux pour les hommes sont les métiers un peu plus prestigieux. Donc ça, je pense que c'est très important. Et la deuxième chose, je vais être très bref parce que je pense que tout a été dit et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez expliqué. Je pense que la diversité, c'est vraiment quelque chose auquel, en plus, en tant que chercheur, on a besoin de ça. Quand on fait de la recherche, c'est la fameuse dispute universitaire, académique. Les résultats se construisent par la confrontation des idées. Et si on ne recrute que des gens, des hommes qui sortent des grands lycées parisiens et qui après sont passés par l'ENS ou l'école polytechnique et qu'on se limite à ça, on n'a pas ces cultures différentes, ces formations différentes qui font que, eh bien, dans une discussion sur un problème ouvert, à un moment, quelqu'un arrive et il a une idée qui semble incongrue et qui fait que tout le monde réfléchit, on a cette confrontation et c'est ça qui fait l'étincelle. Donc c'est très important et c'est encore plus vaste que la question de la féminisation. Ça veut dire aussi que c'est important qu'on ait des gens qui viennent de partout, géographiquement, que notre recherche ne soit pas limitée à l'Île-de-France, que des gens qui viennent de tous les milieux, qu'il y ait des parcours différents. Ça, c'est vraiment hyper important, je pense, pour la recherche et pour la recherche en informatique en particulier. Et puis, bien sûr, les femmes, ça se voit. Quand il manque la moitié de la population, là, ça apparaît clairement. Merci beaucoup. Effectivement, après avoir mis en lumière finalement la nécessité d'avoir des femmes qui s'engagent dans le numérique, que diriez-vous à ces futurs ingénieurs, ces futures chercheuses qui pourraient venir agrémenter vos propres équipes? Quelles actions pensez-vous qu'il serait bon de mener finalement pour attirer plus de femmes, de jeunes filles dans ces filières du numérique? Je peux prendre la parole. Donc, en fait, d'abord, je pense que la première chose, c'est de valoriser le métier en tant que tel et de façon non genrée. Enfin, moi, j'ai participé pas mal à des forums et femmes comme hommes, on a tendance, j'essaie moi de me contrôler, mais femmes comme hommes, on a tendance pour attirer les jeunes femmes à leur présenter le côté communication, relationnelle, rédactionnelle, enfin à les conforter dans le fait qu'on ne leur présente pas un métier technique, scientifique, dur, mais on leur présente, en fait, on essaie de souligner des atouts que seules les femmes auraient. Donc en fait, naturellement, on genre le métier. Donc on déprécie finalement ça. Non, c'est pas ce côté-là, le métier, et c'est un métier scientifique, c'est un métier de sciences dures, et il n'est pas genré, il est accessible aux femmes comme aux hommes. Et pour moi, en fait, pour finalement attirer les jeunes femmes, c'est de leur donner des modèles.
des références. Il y a beaucoup de références masculines dans le métier des sciences. Enfin, moi, ce qui m'a frappée, c'est... Bon, moi, j'ai une fille qui a 20 ans, qui avait un exposé à faire. Et elle a choisi... donc, c'était sur les sciences. Et donc, elle a choisi, finalement, de faire un exposé elle a commencé, sur les femmes. Et elle a commencé son exposé par une question. Elle a demandé à sa classe, citez-moi 5 scientifiques hommes connus. Alors là, toute la classe a levé la main. Moi, je connais ci, moi, je connais là. Ok, elle a dit super, je vois que vous connaissez tout, super. Et puis, citez-moi 5 femmes scientifiques connues. Alors tout le monde a dit Marie Curie, ça c'est sûr. Mais après, plus personne n'a parlé. Donc elle a dit, vous voyez, pourtant les femmes scientifiques, il y en a plein. Et elle a listé des tonnes et des tonnes de femmes scientifiques qui avaient disparu de l'histoire. Clairement, elles sont rayées de l'histoire. Vous tapez sur Internet, je ne sais pas, informaticien, vous avez une liste à la Prévert d'hommes qui sont célèbres dans l'informatique. Vous ne trouvez pas de femmes. Pour avoir les femmes, il faut mettre informaticien, femme. Et là, vous avez des femmes qui apparaissent. Donc en fait, ces références-là ne sont pas naturelles, elles sont inscrites nulle part. Et on se retrouve avec des femmes qui, face à ces métiers-là, n'ont ni référence ni modèle, et presque inconsciemment se disent ce métier, c'est pas pour moi. Enfin, en gros, il m'attire pas. C'est pas qu'il m'attire pas, c'est juste qu'elle se projette pas dedans. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faudrait peut-être revoir les manuels scolaires. Il faudrait peut-être revoir les moteurs de recherche Google. Enfin, je sais pas, mais il faudrait revoir en fait tous ces mécanismes-là qui permettraient naturellement, quand on tape informaticien, quand on tape numéricien, il y a autant d'hommes que femmes qui ressortent. Parce que j'aimerais juste souligner, je ne sais pas si tout le monde sait ici, mais les premiers développeurs de code, c'était des femmes, exclusivement. Le premier langage, le COBOL, qui a été inventé, c'est un premier langage informatique, c'est une femme qui l'a créé. La première personne qui a développé un algorithme, c'est une femme, c'est Ada Lovelace. Et le premier compilateur de code, c'est aussi une femme. Enfin, je veux dire, on se retrouve dans une situation aujourd'hui, en 2020, où les femmes fuient complètement le numérique en ayant peur. Alors moi, je parle du numérique, développement de code, parce que c'est mon métier, il y a différents types de numérique. Alors que finalement, pendant presque un siècle, elles ont été complètement moteurs. Et elles ont été finalement pas évincées. Je pense que, je sais pas, elles ont peut-être pas été évincées, mais en tout cas, elles ont disparu progressivement à partir des années 80. Et c'est le masculin qui l'a emporté à partir de ces années-là et qui a complètement rempli le poste, sans qu'il y ait vraiment d'explication claire sur ce phénomène-là. Mais en tout cas, pour les femmes, sachez que c'est un métier qui vous correspond autant que ça correspond à des hommes. Il n'y a vraiment aucune question à se poser sur ça. Et c'est un métier extrêmement excitant. Ouais, moi, je répète ça aussi beaucoup aux jeunes femmes qui viennent me voir pour discuter de l'informatique. Et je pense que c'est important qu'on le répète pour montrer qu'effectivement, c'est un phénomène culturel, le fait et ponctuel, que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a les grandes figures féminines de l'informatique dont Lydie vient de parler. Il y a aussi, moi je trouve ça rigolo d'aller chercher des pubs des années 60, de voir que les programmeuses, dans les années 50, 60, c'était des femmes qui programmaient. On expliquait que c'était un métier de femme parce qu'elles pouvaient faire ça de chez elles et s'occuper de leurs enfants en même temps. Et il y a des pubs comme ça où on voit rejoignez-nous telle société de programmation et on voit une femme devant son écran et avec un bébé dans un transat à côté. C'est assez étonnant. On n'est plus du tout au geek dans son garage, c'est autre chose. Donc je pense que c'est très important pour convaincre les jeunes que c'est quelque chose qui est construit et qui peut se déconstruire et que c'est pas quelque chose d'inné, on n'a pas ça dans nos gènes, le gène de la programmation ou pas. Et puis après, il y a évidemment tout l'aspect, la question c'est qu'est-ce qu'on dit pour convaincre quelqu'un d'aller vers les métiers du numérique et en particulier une jeune femme. Moi, je raconte toujours la diversité et à quel point ces métiers-là sont des métiers passionnants. Et je parle aussi de la technique. Effectivement, c'est pas du tout aride, la programmation. C'est quelque chose qui est assez merveilleux. Moi, quand j'ai découvert ça dans ma scolarité, je l'ai découvert très tard, je suis restée ébahie et émerveillée.
Et c'est quelque chose de très important. Et ça, il y a beaucoup d'actions déjà qui sont faites dans ce sens-là. On en a beaucoup parlé ce matin à la première table ronde, toutes les actions qui sont faites dans les collèges, dans les lycées. Et je pense que c'est vraiment important qu'on continue et qu'on amplifie ça, même si c'est beaucoup de travail et que c'est une tâche de grande ampleur. Je pense que c'est quelque chose quand même qui fonctionne assez bien. Non, mais je suis vraiment d'accord. En fait, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de connaître l'histoire, puis aussi de ne pas hésiter à mettre en avant des femmes aujourd'hui qui sont dans le numérique, qui font des belles carrières, qui sont visibles. Donc il faut effectivement arriver à avoir ce mix, en fait, d'être capable de légitimer sur le temps long, et puis aussi de dire que ok, peut-être qu'actuellement la situation elle est dure, mais il y a quand même encore quelques femmes dans le numérique et elles font des choses extraordinaires. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de faire ce travail de mettre en avant des collègues. Et après, effectivement, sur ce phénomène en fait qu'on met facilement des hommes en avant et pas des femmes. Enfin, moi en tant que parent, s'il y a des gens qui ont des jeunes enfants dans la salle, ils ont tous entendu parler de Thomas Pesquet pendant des mois, ils ont tous entendu parler du blob, et il me semble que quand Claudie Aigneret a fait à peu près les mêmes choses que ce que fait Thomas Pesquet aujourd'hui, on n'en avait pas tous les jours pendant des mois à l'école. Et le blob, j'ai récemment vu que finalement c'était aussi des choses qui étaient très très portées par des femmes. Et là on vous parle du blob et limite on a l'impression que c'est Thomas Pesquet qui a inventé le blob. Donc j'ai rien contre lui, mais quelque part c'est quand même assez terrible qu'une personnalité plutôt éthique et sciences qui est mise ultra en avant soit systématiquement un homme. Donc je pense que quelque part, on parlait des manuels scolaires, je pense qu'il faut effectivement être très vigilant sur tout ce qui est image, discours, de faire attention à avoir aussi une égale répartition. Et en plus, c'est pas très dur de trouver des modèles de femmes à mettre en avant. Moi, je vais terminer juste peut-être en donnant deux exemples. Je crois beaucoup à l'aspect rôle modèle et rôle modèle mixte. Je vais citer simplement un exemple d'un tandem de collègues, un homme, une femme. Ils se déplacent régulièrement dans des lycées de la région, systématiquement ensemble, pour montrer que c'est un chercheur de haut niveau, que c'est une chercheuse de haut niveau, que les gens ont des apparences standards, normales, et un discours accessible. Et le fait que ce soit dans leur discours quelque chose de totalement interchangeable, c'est très efficace, me semble-t-il, pour les plus jeunes qui ont 16-17 ans. Le deuxième point, je pense qu'il faut soigner la communication écrite. J'ai en tête des communications où on fait des portraits de jeunes hommes informaticiens, de jeunes femmes informaticiennes. Et presque tous les portraits de jeunes femmes informaticiennes, si on regarde la progression des études des femmes en question, c'est des progressions pas forcément en ligne droite. Elles sont venues par ailleurs, par d'autres disciplines en informatique, un peu de manière biaisée, alors que la majorité des études des portraits des jeunes hommes sont en ligne droite, 5 ans d'informatique. C'est de la communication écrite. Et alors je ne résiste pas, vu mon voisin qui est juste à gauche a donné un exemple au hasard. Un jour, j'ai tapé sur Google les décodeuses du numérique. Et puis Google m'a dit, quand on fait une faute d'orthographe, il dit essayez plutôt les décodeurs du numérique. Et j'ai dit, je me suis imaginé avec une adolescente à qui on répond ça. Je pense que l'effet peut être dévastateur. Donc la communication écrite, elle est importante. Alors moi, je terminerai, puisque je cautionne de tout ce qui a été dit là. Mais ce que j'ai envie de dire en fait à jeunes filles qui hésitent encore ou qui se posent des questions pour intégrer en fait les métiers du numérique, je pense que déjà il faut qu'elles osent se renseigner davantage parce que, à mon sens, il y a une méconnaissance des métiers du numérique. Il y a eu une révolution en fait de ces métiers-là et qui n'ont pas été forcément intégrés
ou adaptées dans tout le parcours éducatif, puisque ne serait-ce que les propres conseillers d'orientation, etc., ne sont pas forcément tous formés à pouvoir orienter, conseiller sur telle filière ou telle filière pour pouvoir accéder au monde du numérique. Et à la limite, j'ai presque envie de dire, c'est un monde qui est accessible à tous, hommes ou femmes, quel que soit, parce qu'il y a différents métiers dans le numérique qui sont vraiment intéressants. Ça va effectivement de celui qui va coder, parce que c'est un peu le cliché qu'on a du développeur informatique, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des analystes, il y a énormément de travail autour de la data. Et j'ai envie de citer aussi ce qu'on a vécu tous ces derniers temps. En fait, c'est un monde qui est utile, c'est un monde qui nous ressemble, puisque quand on a vécu, en fait, quand même la crise, tout au début Covid, on s'est tous retrouvés assez surpris par la situation. Ceux qui étaient en première ligne, c'était les infirmières, les médecins, tout le secteur de la santé pour nous sauver et nous mettre à l'abri. Mais qu'est-ce qui a fait aussi qu'on a pu continuer tous à travailler et que les enseignants ont pu continuer à travailler et aussi les élèves à aller à l'école? C'est grâce à ces métiers du numérique, c'est grâce à toutes ces solutions informatiques, à ces applications. Vous avez tous des enfants qui vont sur ENT, voilà, Pronote, etc. On n'aurait pas eu ça, mais ça aurait été catastrophique, même si ça aurait pu être perfectible. On a réussi à avoir une continuité d'activité et je pense que justement, ces jeunes filles, si elles ont envie d'être utiles, si elles veulent donner du sens à leur vie, elles peuvent aussi influer, être créatives, puisqu'on a encore face à nous des défis importants autour du climat, autour de tout ce qui est RSE, et je pense qu'elles peuvent apporter pas mal de choses. Merci beaucoup et on vous enjoint à essayer de rechercher décodeuse du numérique sur Google. Finalement, en dernière question avant les questions du public et du live, pourquoi avez-vous choisi, vous, les métiers du numérique? Qu'est-ce qui vous a décidé? Et pourquoi être venu en parler aujourd'hui au Congrès Femmes en Sciences? Je crois que je vais commencer. Je vais terminer tout à l'heure, mais je vais commencer. Alors, la première chose qui m'a attirée dans les métiers du numérique, bon, je ne vais pas me voiler la face, c'est un métier, comme le disait tout à l'heure Yves, rémunérateur. À un moment donné, quand on a envie d'avoir son premier job, eh ben, on a envie de bien gagner sa vie parce qu'on a des ambitions, on sort du cocon familial, donc autant bien gagner sa vie. Maintenant, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi aimer son job et pouvoir, je dirais, avoir du plaisir au travail. Et donc, c'est cette opportunité, je dirais, d'évolution et cette ouverture qui m'a vraiment intéressée. Il y a des métiers où on est constamment, en tout cas dans une ESN, on est forcément dans des métiers de service. Donc des services en relation avec des clients, mais également en relation avec ces équipes. Et je trouve que ça favorise en fait l'esprit d'équipe. On travaille, il y a vraiment une intelligence collective qui se met en ordre de marche pour pouvoir, je dirais, trouver des solutions et marquer la différence par rapport aux autres. Et en plus, il y a une pérennité de l'emploi. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'être au chômage. Je pense que Pôle emploi peut remercier les métiers du numérique parce qu'on est vraiment en pénurie sur cet axe-là. C'est la guerre des talents. Je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'aller chercher des services en dehors de nos frontières, alors qu'on a énormément de talents en France. Et je pense que si on veut conserver nos emplois, il faut vraiment, je dirais, faire la promotion de ces métiers-là. Le système éducatif ne fabrique pas suffisamment, je dirais, de talents pour ça. Et donc à nous de prendre le relais en tant qu'entreprise pour pouvoir accompagner, je dirais, les jeunes filles ou même plus d'informaticiens. On a même créé notre propre université du développement au sein du CGI puisqu'on a trouvé qu'il manquait de développeurs. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, quitte à faire une création d'école, faisons-le aussi avec un axe RSE. Et donc on a créé l'école de la dernière chance où on prend des personnes après le bac ou des personnes qui se sont un petit peu perdues dans leur orientation. Et en fait, qu'est-ce qu'on favorise? C'est surtout la motivation, l'envie, la passion. On leur garantit donc un CDI à l'issue de leur diplôme, mais c'est surtout on les forme parce que l'alternance est un vrai créateur d'expérience. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est les métiers du numérique, pourquoi je les choisis, c'est tellement varié,
c'est riche, il y a des passerelles, on peut tout faire. Tout est une question de volonté et d'envie. Excusez-moi. Alors, moi, je suis arrivée dans ce métier-là par hasard. Moi, j'aimais bien les sciences quand j'étais en lycée, donc j'ai fait à l'époque un bac S. Et ensuite, je suis allée à la fac, les maths, tout ça. Puis, c'est mon stage de fin d'études, en fait, mon Master 2. Mais, enfin, ça s'appelle Master 2, à l'époque, c'était un DEA. Enfin, voilà, c'est un peu changé. Je me suis retrouvée donc au CEA déjà. Et j'ai découvert le développement. Et là, je me suis dit, c'est trop bien ce truc, parce que en fait, on a un problème physique, on en fait un algorithme numérique qu'on développe sur une machine. Alors à l'époque, c'était avec une seule fenêtre, il n'y a pas le multifenêtrage et tout machin, et on lance un calcul et à la fin, ça ressemble à quelque chose de vrai. Et alors moi, j'ai trouvé ça, mais comme on dit encore aujourd'hui, vraiment, ça m'a fait kiffer, c'était trop bien. Donc en fait, j'ai pris beaucoup goût et puis j'ai fait une thèse ensuite et j'ai fait à l'ONERA. Mon objectif, c'était effectivement de travailler sur les écoulements d'air autour d'ailes d'avion dans des conditions particulières. Et là, c'est pareil, le code, c'était trop bien. Je lançais mon calcul le soir, le lendemain matin, j'arrivais, j'avais le résultat, je regardais, non, ça n'a strictement rien à voir, là, ça fait n'importe quoi. Ou alors, ça marche super bien. Et j'ai passé 3 années de thèse, mais excitantes au possible. Moi, ça aurait été moi, j'arrêtais pas. Hein. Et puis après, on m'a proposé ce poste au CEA où je suis revenue et j'ai fait ça donc pendant 18 ans. Alors maintenant, après, j'ai pris des responsabilités, et pendant 18 ans, et j'aimerais en faire encore en fait. Je crois que je m'arrêterai jamais, hein, même quand je suis sûre qu'à la retraite, je vais m'y remettre. Mais c'est vraiment, c'est un métier, mais c'est un jeu. C'est un jeu sur ordinateur. C'est exactement ça. Sauf qu'on est maître du scénario, hein, et c'est nous qui programmons. Donc voilà. Moi, voilà comment j'y suis arrivée et voilà, en tout cas, la raison pour laquelle je ne quitte pas ce métier-là. Et même si encore aujourd'hui, effectivement, avec les responsabilités, j'ai beaucoup moins de temps, le soir, quand je reste au travail, c'est pour en faire. Parce que j'aime bien. Voilà, c'est un loisir presque. Donc j'ai de la chance, je suis payée pour mon loisir. Voilà. Oui, c'est pas toujours facile de dire pourquoi on a choisi de faire quelque chose. Moi, quand j'y réfléchis, j'ai l'impression qu'il y a 2 étapes. Il y a la première étape qui est pourquoi j'ai choisi de faire des sciences. Et ça, c'était plutôt après le bac. Après le bac, je m'étais inscrite parce que je ne savais pas bien. Ma réponse va être la même que celle qu'a fait Julie Delon tout à l'heure à la fin de son exposé quand on lui a posé la question. J'étais une bonne élève dans toutes les matières, j'aimais tout. Je m'étais inscrite, j'avais déposé un dossier pour faire une prépa littéraire, j'avais déposé un dossier pour faire une prépa scientifique. Je ne savais pas, et à la fin, comme c'était un peu tangente, j'hésitais beaucoup. Ce qui a remporté la mise, c'est ma flemme. C'est que je me suis dit que les sciences, ça demandait moins de travail. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire des sciences. Je suis partie en prépa. En fait, je connaissais rien sur les métiers, sur rien du tout. Ingénieur, ça me parlait. En fait, ce que j'avais en tête, je pense, c'est prof de maths. Ingénieur, je connaissais le mot, mais j'avais aucune représentation de ce que ça pouvait être. J'ai fait ma prépa, je suis rentrée en école d'ingénieur, et là, j'ai compris ce que c'était le métier d'ingénieur, j'ai découvert ce que c'était le métier de chercheur grâce à certains profs, et j'ai découvert l'informatique, que je ne connaissais pas du tout. Et ça correspond à ce qu'a dit Lydie. J'ai la même expérience de découvrir la programmation et de me dire « Ah, mais c'est ça que je veux faire. C'est évident, c'est ça que je veux faire. » Et rétrospectivement, quand j'y réfléchis maintenant, et ça explique aussi pourquoi je suis là, ce qui me frappe, c'est à quel point ni la recherche ni l'informatique ne faisaient partie de mon horizon. Je ne peux pas dire j'étais pas attirée par ça, peut-être parce qu'il y avait des stéréotypes ou non. C'était un truc qui n'était même pas imaginable. Je connaissais rien de ça. Alors évidemment, j'étais pas dans un grand lycée parisien, etc. Mais je savais à peine que ça existait. Et c'est pour ça que maintenant, je passe du temps à accueillir, à aller dans des collèges, à accueillir des classes dans un labo de recherche, à raconter ce que c'est la vie d'un chercheur, à leur montrer comment on fonctionne dans un labo. Je pense que c'est important parce que je me dis, moi, quand j'avais leur âge,
Oui, j'avais aucune idée de ça, et donc j'aurais adoré qu'on me raconte ça. Donc je pense que c'est très très important. Et la deuxième raison pour laquelle je suis là, je pense que comme mes collègues, hein, on sait que c'est quelque chose... on n'a jamais fini de ce combat d'essayer de sensibiliser les jeunes filles à l'informatique et aux sciences en général, et que c'est une tâche qui est très chronophage, qui parfois a tendance à nous épuiser. Moi, j'ai tendance à dire, dès que je peux, je le fais quand même, j'ose pas refuser, parce que mon expérience, et ça c'est mon expérience à la commission d'évaluation de l'INRIA, montre que si on s'arrête un peu d'avoir cette question-là en tête, si on n'y fait plus attention, alors on régresse. Ça, moi, je l'ai vécu, et il y a eu des analyses sociologiques hein, sur les jurys de concours, par exemple. Il y a une très belle étude qui a été faite sur certains jurys de recrutement au CNRS. Quand les gens sont conscients, qu'on leur rappelle, qu'on leur dit « attention, il y a des biais de genre dans le recrutement », parfois il suffit de leur dire « attention ». Et c'est suffisant. Par contre, si on n'a plus ça comme ligne de mire et qu'on n'y pense plus, eh ben, on diverge tout de suite. Et bon, la discussion qu'on a eue ce matin sur la réforme du lycée et les maths, c'est un peu ça aussi que ça dit. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on a une responsabilité de continuer à travailler dans ce sens-là, parce que si on arrête, ça ne fera qu'empirer. Donc oui, effectivement, il y a deux questions. Il y a comment est-ce qu'on est arrivé là où on en est et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Sur le parcours, moi en fait, je me suis posé la question effectivement, et c'est des femmes que j'ai croisées dans mes études, beaucoup de fois. En fait, plus petit pour faire des maths. Ensuite, en classe prépa, la prof de maths et d'informatique que j'avais, il se trouvait que c'était une femme, que c'était quelqu'un qui avait une thèse en informatique. J'ai découvert cette discipline que je connaissais mal, ça a vraiment changé mes perspectives. Derrière, premier stage de mémoire que j'ai fait, c'était avec une femme. Ma thèse, c'était aussi avec une femme. Voilà, c'est des gens qui... Alors bon, je me dis, si d'autres personnes veulent avoir ma chance, effectivement, il faut faire bien gaffe qu'il y ait encore des femmes qui arrivent à inspirer tous ces gens-là. Mais effectivement, quelque part, dans mon parcours, il y a eu beaucoup de rencontres. Voilà, et c'est vrai que finalement, si je suis objectif, ces rencontres, ça a souvent été des femmes. Même aujourd'hui, en fait, si j'ai des responsabilités assez importantes au CNRS, il se trouve que j'ai eu d'autres responsabilités avant, avec des femmes, et que quelque part, elles m'ont aussi servi de modèle. Donc je pense que ça, c'est vraiment important. C'est aussi pour ça voilà, que je suis là aujourd'hui, parce que je pense que j'ai eu cette chance, et j'espère que d'autres personnes vont l'avoir plus tard. Et après, effectivement, je rejoins Anne et Lydie sur le fait que moi aussi, j'adore programmer. C'est vrai qu'il y a un type de programmation que j'aime bien, c'est la programmation web. C'est un truc tout bête, mais quelque part, moi quand j'étais gamin, petit, que je programmais, on arrivait à avoir quelque chose qui ressemblait à peu près à quelque chose qu'on aurait pu vaguement vouloir acheter dans le commerce. Aujourd'hui, bien sûr que vous ne faites pas en quelques jours un logiciel tel que ceux que vous trouvez sur le marché, mais quelque part, sur tout ce qui est programmation web, assez vite on arrive à avoir des outils qui sont super jolis. Donc moi je sais que c'est un des trucs qui m'amuse beaucoup à la direction du CNRS, c'est de passer du temps à faire des jolies interfaces et des bases de données, et en particulier pour traiter des questions de parité. Mais voilà, donc vraiment il y a un vrai plaisir à programmer, il y a ce côté ludique. Et plus généralement, je pense dans le métier de chercheur, il y a une liberté folle. On choisit ce qu'on veut, en fait, on choisit ce qu'on veut étudier. Ça c'est fondamental pour moi. Alors ça peut être très déstabilisant en fait, hein. Trop de liberté, c'est difficile à gérer aussi. Et il y a un plaisir immense. Je veux dire, le jour où moi je fais de l'informatique fondamentale beaucoup, le jour où on prouve un théorème, on est quand même hyper content. Bon, le lendemain, en général, on se rend compte que la preuve est fausse, mais on a eu ce petit moment de bonheur un peu fou, donc voilà. Et honnêtement, voilà, c'est aussi un métier plaisir en fait pour moi. Donc voilà. Moi, l'origine du choix de ma carrière est très précis. C'était pour comprendre un mot de vocabulaire. Parce qu'un jour, j'ai eu à 14 ans besoin d'une calculatrice scientifique. Puis je suis tombé sur quelque chose où il y avait marqué,
je vais faire une pub, hein, désolé, Texas Instruments programmable. Et j'ai demandé à mes parents, qu'est-ce que ça veut dire programmable ? Évidemment, personne dans ma famille savait. J'ai eu juste envie de savoir, et le vendeur m'a expliqué, on peut un peu mieux maîtriser ce que fait la machine. Et donc, comme mes collègues, le côté, c'est moi qui veux dire comment se comporte la machine, et quelques années après, pouvoir faire ça sur des ordinateurs d'une puissance que même vos téléphones ou les plus faibles aujourd'hui dépassent de loin. Le fait d'avoir un peu le contrôle et de diriger soi-même ce que va faire la machine, comment elle va se comporter, c'est un plaisir fou. J'ai passé 3 ans de thèse de doctorat en informatique à programmer, à faire du gros logiciel. Et donc on contrôle encore mieux ce que fait une machine de taille un peu supérieure, surtout en informatique graphique. Et ça, c'est un plaisir qui est difficilement transmissible sans le faire, sans l'avoir directement, sans le vivre directement. Mais c'est un peu comme ça que je suis arrivé à l'informatique. Merci beaucoup. Et je vous rejoins là-dessus. Je ne suis pas du tout dans les métiers du numérique, mais effectivement, aujourd'hui, en sciences rime un peu avec numérique, quel que soit le domaine. Et c'est vraiment un plaisir, plus qu'autre chose, de manipuler un peu tout ça. On va pouvoir passer aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, que ce soit en live ou ici dans l'amphithéâtre, n'hésitez pas à lever la main. On va pouvoir en prendre quelques-unes. Et nos intervenants y répondront bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions ? Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est vous, Yves, ou vous, Olivier, vous avez dit qu'il y avait je crois que c'était vous, Yves, qu'il y avait une meilleure réussite en L1, L2 des jeunes filles, mais qu'après qu'elle disparaissait un petit peu en master. Est-ce que cette meilleure réussite, elle est équivalente à la meilleure réussite qu'on peut par exemple observer au bac, ou est-ce qu'il y a une plus grosse différence ? Je ne sais pas si la question est bien claire. Alors, la question est claire, je vais juste rectifier un tout petit peu, c'est pas qu'elles réussissent mieux en L1 et L2, elles réussissent mieux toute leur licence. Et le mieux, alors l'écart n'est pas énorme, mais il est suffisamment significatif et toujours un peu dans le même sens pour que ça se voit. Et en termes de durée d'études, il y a une différence de plusieurs mois. Alors ça paraît peu, que quelques mois, mais comme c'est sur des grands nombres de filles et des grands nombres de garçons, une différence de plusieurs mois sur des filles et des garçons en grand nombre, ça commence à être significatif. Bonjour à tous, du coup je suis Joyce Fernandez, Project Management Officer chez CEI, et donc du coup on aimerait bien avoir votre avis et votre vision sur... on parle beaucoup d'informatique depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de se projeter dedans, mais en fait l'informatique c'est beaucoup de choses, et donc du coup est-ce que vous pourriez nous présenter les différentes expériences qu'on peut avoir dans l'informatique ? Enfin, pour ma part, le métier, c'est un petit peu ce que je décrivais tout à l'heure. En fait, on a une problématique physique. Je vais revenir sur l'ONERA parce que c'est facile à comprendre. C'est tous les écoulements d'air autour d'avions. Donc, on va les caractériser par des équations d'évolution. Et ces équations-là, il va falloir les discrétiser, en faire des algorithmes, ensuite les développer dans une machine, souvent une machine assez puissante qui fait du parallélisme, donc qui est capable de faire des calculs en plusieurs morceaux, enfin, en même temps sur plusieurs processeurs. Et l'objectif, in fine, c'est, avec des outils de visualisation qui tiennent la route, de pouvoir regarder la solution obtenue au cours du temps et de vérifier, par exemple, dans le cas de l'aile d'avion, si l'écoulement d'air est perturbé, pas perturbé, comment il sillonne derrière l'aile. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment de caractériser toute la physique qu'on a mis dans ces équations et qu'on a écrit sous forme d'algorithme. Donc moi, en ce qui me concerne, c'était mon métier. Moi, c'est un sujet un peu différent. Moi, je travaille en sécurité informatique et dans les aspects, essentiellement en cryptographie. Donc, mon travail, il consiste en 2 choses. La première, c'est de trouver des nouvelles façons de chiffrer, de coder les données pour qu'on ne puisse pas les intercepter, les modifier, etc. Et surtout, la deuxième partie, qui a un peu plus d'ampleur dans la pratique de ma recherche,
c'est d'analyser leur sécurité. Donc en pratique, analyser la sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de casser. Donc mon travail de tous les jours, c'est vous prenez un standard, un algorithme qui est utilisé dans vos téléphones, ou qui, souvent ce n'est pas ceux qui sont utilisés dans vos téléphones, mais c'est ceux dont on pense qu'on va les utiliser dans 4-5 ans. Et cela, il faut éprouver la sécurité, parce qu'on ne va pas commencer par les mettre dans tous les téléphones pour dire « oups, pardon, ils ne sont pas bons ». Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui étudient leur sécurité, qui essaient de les casser. Donc, mon travail, vous comprenez bien qu'il y a un côté ludique, quelque chose d'assez amusant là-dedans, qu'on a réussi d'ailleurs à transmettre un peu à travers le concours Al-Kindi, qui est pour les élèves de collège et de lycée, où on leur fait casser des systèmes de crypto comme ça. Donc il y a cet aspect-là. Et après, en pratique, c'est un mélange entre des choses très mathématiques, parce que tout ça, il y a des maths derrière, donc il y a beaucoup d'algèbre, de choses comme ça. Donc comme Olivier, moi aussi, je démontre des théorèmes, pas les mêmes, pas tout à fait le même style, mais aussi des théorèmes. Et puis il y a des choses qui sont très liées à la programmation, parce que un système de cryptographie, il peut être super solide, mais s'il n'est pas efficace et qu'il vous vide la batterie de votre téléphone en 10 minutes, ça ne va pas aller. Donc il y a vraiment des aspects implémentation, programmation qui sont liés à ça. Peut-être pour donner d'autres exemples de domaines, il y a typiquement le domaine de la robotique. Le domaine de la robotique, enfin, moi si je changeais de vie, je pense que j'aimerais faire de la robotique. Mais typiquement, je trouve que c'est un exemple où il y a à la fois un mélange d'aspects physiques et puis aussi de systèmes informatiques qui doivent être présents. Il y a les thématiques des réseaux, par exemple, dont on entend beaucoup parler. Je veux dire, définir des nouveaux standards pour la 5G, la 6G, enfin, on parle de ce genre de choses aujourd'hui. Il y a aussi des nouvelles manières, enfin, il y a de nouveaux types de machines. Enfin, typiquement, un jour, il y aura probablement des ordinateurs quantiques, donc ça pose plein de questions. Ça pose des questions aussi en sécurité, par exemple. Il y a des questions d'être capable de concevoir des langages de programmation plus modernes ou plus dédiés à certains types de machines. Donc, typiquement, si vous voulez envoyer... si vous voulez programmer une puce pour du médical, il va peut-être falloir des langages, des paradigmes particuliers. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est très très diversifié. On a vu tout à l'heure des exemples de traitement du signal. Voilà, c'est un domaine qui est très vaste. Et donc, bien sûr, dans chaque sous-domaine, après, il va y avoir des métiers qui vont être propres. Mais probablement que cette idée de machine... de programmes, ça va quand même être quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des disciplines. Et puis après, voilà, ça interagit avec plein d'autres domaines. Enfin, tout à l'heure, on parlait du Covid. Je pense que dans le Covid, on n'a pas fait que des ENT. On a aussi typiquement tout ce qui est être capable de voir si vous avez le variant Omicron, le variant Delta ou tout ça. Ça, c'est du séquençage. Et c'est être capable de traiter de façon efficace des gros volumes de données. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bioinformatique. Et le mot dit bien ce qu'il veut dire. Il y a des aspects, effectivement, d'être capable de séquencer, mais il faut derrière être capable de traiter. Donc voilà, c'est aussi des métiers qui sont très très variés, en fait, je pense. Y a-t-il une autre question ? Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du manque de personnes qui font du numérique aujourd'hui. Vous avez aussi parlé du fait que les conseillères d'orientation ne savent plus orienter sur tout ce qui est domaine du numérique. Est-ce que vous pensez que du coup, il serait intéressant de renforcer justement les programmes collège-lycée sur le domaine du numérique et variés? On a vu il y a quelques années maintenant l'émergence de la spécialité informatique et sciences du numérique depuis 2013, si je ne me trompe pas. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de la renforcer et de faire plus que juste quelques programmations sur une plateforme? Je vais prendre le point, je vais commencer. Oui, je pense qu'il faut renforcer en fait, en tout cas, la connaissance des métiers du numérique
dès le plus jeune âge. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas que lié à la responsabilité de l'éducation nationale. Je pense que c'est la responsabilité de tous. Typiquement, donc on a cité tout à l'heure, et je sais que nous, au sein du groupe CGI, dès la maternelle, enfin, on invite en fait les enfants à venir avec leurs parents découvrir les métiers du numérique. Donc c'est fait sous forme ludique. Il y a des jeux, il y a des petites programmations, ils peuvent s'amuser, etc. Et du coup, ça leur permet en fait d'avoir une vision des métiers du numérique différente, sympa. Bon, quand on entendait Lydie dire, ben moi, en fait, je suis payée pour mon loisir, c'est super. Donc, ils peuvent avoir ce sentiment-là. Après, il y a aussi, donc, il faut former effectivement les conseillères ou même les professeurs à ces nouveaux métiers. Je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, là, il faut vraiment avoir une forme de coaching, de mentoring, ou quitte peut-être à être créatif et faire des parrainages avec des entreprises. Nous, on intervient beaucoup dans les relations écoles. Et souvent, bon, c'est vrai que les écoles, on va dire, souvent dans les entreprises comme la nôtre, on a une forme de sélectivité par rapport à des écoles. Maintenant, on est en train de changer un peu tout ça parce qu'on a envie aussi d'aller au-devant je dirais, des zones où ils sont un peu plus défavorisés. Ils n'ont pas accès à cette connaissance ou à ces possibilités en fait, de métier. Et donc, je pense qu'il est important, en tout cas, que tous, collectivement, on aille de façon très, très jeune, en fait. On accompagne, en fait, tout ce parcours. Et on parlait tout à l'heure de rôle modèle. Le rôle modèle est important. Les parents, en fait, sont importants. Il ne faut pas brider l'enfant. C'est bien quand on a la chance d'avoir des parents qui connaissent le métier, qui ont de l'ambition, qui vont booster leur enfant. Mais il y en a d'autres qui ont tendance plutôt à freiner, en fait, ou à leur faire peur. C'est comme, c'est depuis l'éducation, hein. Les jeunes filles, vous jouez à la poupée, etc. Attention, vous faites pas mal. Et les garçons, foncez, quoi. Donc, il faut changer tout ça, mais ça va au-delà de l'éducation. Moi, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que pour vous répondre, en fait, alors d'abord, ISN a été transformé en ce qu'on appelle NSI numérique et sciences informatiques. Il y a beaucoup plus d'informatique au lycée depuis 2018-2019, mais justement, c'est trop tard. Et je te rejoins en disant, c'est trop tard parce que ça se joue bien avant. Pour la sensibilisation des jeunes filles, quand on arrive au lycée, c'est déjà en minorité par rapport à ces disciplines-là, mais en très grave minorité. Ça se joue à l'école primaire. Et c'est là qu'il faut faire un effort. Et il faut plonger ces efforts dans la vie quotidienne des jeunes. Donner pas des exemples totalement éthérés, mais des exemples très concrets. Je ne résiste pas à vous en donner un. Je me suis posé la question en venant de savoir est-ce que je prendrais des petites notes avec moi ou pas. Et puis après, j'ai pensé à quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les probabilités et les statistiques. Je savais qu'on serait 2 hommes et 3 femmes, et je me suis demandé quelle était la probabilité que exactement les 2 hommes viendraient sans notes, et exactement les 3 femmes viendraient avec des notes. Alors je vous donne la réponse, c'est une chance sur 32, hein, parce que 2 puissance 5, voilà. Il y a une chance sur 32, mais évidemment, donc il y a très peu de chances, vous l'imaginez bien, que les 3 femmes qui étaient là avaient des notes avec elles et les 2 hommes n'en avaient pas, n'est-ce pas? Et donc il faut prendre des exemples comme ça, pris dans la vie immédiate, dans la vie quotidienne, pour essayer de répondre. Les notes sont cachées, c'est ça? Ça n'existe pas en fait. Merci beaucoup. Eh bien, c'est déjà la fin de cette table ronde. Nous tenions chaleureusement, la FNES, à vous remercier, à remercier tous nos intervenants pour votre temps, votre investissement, parce qu'une table ronde, ça se prépare également. Donc, merci à vous d'être venus, en espérant finalement que demain, le numérique s'écrive aussi au féminin. Merci. Merci pour la préparation. Ça se prépare des 2 côtés aussi. Ouais, bravo.